Depuis le 8 septembre 2020, le procès dans l'affaire le procureur contre Alassane Ag Abdul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud s'est poursuivi avec la comparution de 2 témoins appelés par l'accusation. Du 8 au 21 septembre 2020, la Chambre de première instance de la Cour pénale internationale a entendu 7 témoins. Tour à tour, ils ont été interrogés par les différentes parties et participants à l'affaire qui sont le bureau du procureur, les conseils de la défense de M. Alassane et les représentants légaux des victimes. L'accusé, M. Alassane, a toujours été présent en salle d'audience. La Chambre de première instance 10 est composée du juge-président Antoine Mindoua, de la juge Tomoko Akane et de la juge Kimberly Prost. La Chambre a accordé des mesures de protection pour 4 de 7 témoins impliquant le floutage de l'image, la distorsion de la voix et des passages à huis clos partiels. Protégés ou non, tous ont été convoqués en qualité d'experts ou auteurs des travaux réalisés au Mali en 2012 et 2013, comme M. Harald Dornbos, le premier témoin appelé à comparaître. Journaliste des différents médias, M. Dornbos a expliqué s'être rendu au Mali au début de l'année 2013 et être parvenu à aller jusqu'à Tombouctou. We used the hotel where we checked in as our base. Nous avons utilisé l'hôtel où nous étions installés comme notre base. Tombouctou, c'est une ville assez petite finalement. J'avais en tête que c'était plus grand que cela, mais en fait c'est assez réduit. Nous avons surtout parlé à beaucoup de gens. Les islamistes venaient de partir, ou les djihadistes venaient de partir. Il y avait encore des bandes qui circulaient, ils peignaient des espèces de signes, des visages sur les murs. Il y avait encore des bâtiments qui avaient été pillés où des choses un peu étranges se passaient. Mais enfin, nous avons essayé d'établir un point. Nous étions des journalistes et nous voulions pouvoir savoir où se trouvaient les djihadistes, où ils avaient leur station de police, enfin ce genre de choses, tout ce qui pouvait potentiellement nous intéresser. Mais comme ils avaient fui, ils avaient peut-être laissé certains documents, certaines choses derrière eux. Et c'est exactement ce qui a eu lieu. Quelqu'un nous a dit que la banque, ça avait été la base des forces djihadistes pour leur police islamique. Donc nous avons pensé que ça pourrait faire peut-être une bonne histoire et nous avons essayé d'entrer dans la banque. C'était fermé. Nous avons demandé à quelqu'un si nous pouvions avoir la clé. Quelqu'un avait la clé. On nous a ouvert. Nous avons pu entrer dans cette banque qui avait été transformée par les djihadistes en une station de police islamique. Donc nous avons pris certaines photos ici, nous avons parlé à des gens et 2 jours plus tard, nous avons trouvé nous avons découvert l'endroit où se trouvait également le tribunal islamique, la cour de la charia. Nous avons pu écrire des articles assez simples, rien de dramatique, mais j'ai vu quand même des choses épouvantables. Nous avons vu un bâtiment. Interrogé par les représentants légaux des victimes, M. Dornbos a donné ses impressions sur la ville de Tombouctou. Vous déclarez avoir échangé avec les Tombouktiens. Pouvez-vous, sans rentrer dans les détails et beaucoup de commentaires, nous résumer leurs sentiments au lendemain des événements? By far, most of the people that... La plupart des gens à qui j'ai parlé à Tombouctou, et c'est bien entendu après une libération, entre guillemets, ils avaient vraiment le sentiment d'avoir été libérés. La ville a été libérée par les Français et par l'armée française et l'armée malienne. Tout le monde était très content que les djihadistes soient partis.
Il y avait une petite partie de la population, surtout d'origine arabe, qui était partie également avec les militants vers le nord. Mais les gens qui étaient restés à Tombouctou étaient très heureux. Contre-interrogé par la défense sur ce qu'il a vu et recueilli à Tombouctou, M. Dornbos a résumé. Donc vous avez revu la déclaration que vous avez faite avant votre déclaration d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Well, and this is also the Oui, et de toute façon, ce que j'ai fait là-bas a été très très court, sur une période très très courte. Je suis tout à fait convaincue que vous entendez des histoires épouvantables, mais moi, mon histoire, elle est assez simple. C'est quelqu'un qui rentre dans un bâtiment, qui trouve des documents et qui ressort du bâtiment avec les 10 documents, 2 fois, une fois dans la banque et une fois à l'hôtel. Donc, je comprends que la teneur de ces documents peut être extrêmement intéressante et un simple journaliste ne peut pas juger de ce genre de choses. Mais ce qui s'est passé à Tombouctou était très simple, ça n'a pas été dramatique ni choquant. Je suis rentrée dans un bâtiment, j'ai trouvé des documents, je suis sortie. Également journaliste en 2012-2013, M. David Joseph Blair travaillait alors pour le Daily Telegraph. Il a témoigné par liaison vidéo au sujet des articles qu'il avait écrits après sa visite au Mali et les documents qu'il avait recueillis pendant son séjour à Tombouctou. Il a expliqué que la plupart des documents ne l'intéressaient pas, mais l'un d'entre eux a retenu son attention. Est-ce qu'il y avait des documents qui étaient intéressants pour vous, pour votre reportage? Yes, in among the Oui, parmi les documents que nous avons trouvés, il y avait le procès-verbal d'une réunion des chefs d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Pouvez-vous expliquer brièvement pour quelles raisons vous avez trouvé ce document intéressant ou significatif? for 2 reasons. Pour 2 raisons. D'abord parce que les noms des chefs d'Al-Qaïda étaient mis en lumière d'Al-Qaïda au Maghreb islamique étaient mis en lumière dans ce document. Et deuxièmement, ce document décrivait leur plan, il décrivait ce qu'ils avaient l'intention de faire une fois qu'ils se seraient emparés du Mali, du nord du Mali. Le représentant légal des victimes, Maître Mayombo Kassongo, a brièvement interrogé M. Blair sur l'impression qu'il avait des habitants de Tombouctou. Vous avez décrit avoir été à Tombouctou, aux endroits que vous avez vous-même cités dans votre déposition. Je les résume, l'aéroport, le centre de la ville de Tombouctou, une mosquée et un camp au lendemain des événements. Après avoir visité ces endroits, quelle impression, selon vous, se dégageait sur la population civile au lendemain des hostilités des événements? J'ai l'impression que la population avait sévèrement souffert et qu'ils étaient soulagés, voire même en liesse, de voir que Tombouctou n'était plus occupé par les groupes que vous avez mentionnés. À ce stade, ils souhaitaient que les gens sachent à combien ils avaient souffert. Contre-interrogé par Melinda Taylor, avocate de la défense de M. Alassane, le témoin a détaillé comment il s'était pris pour récolter des informations sur place une fois arrivé à Tombouctou. Il a entre autres précisé comment il avait travaillé avec ses sources et des interprètes locaux. Autre témoin, il a bénéficié des mesures de protection impliquant la distorsion de son image. Le témoin a été interrogé sur une mission qu'il a effectuée avec des membres du bureau du procureur à Tombouctou entre les 14 et les 24 juin 2013 afin de procéder à une reconnaissance technique des mausolées et autres monuments civils de la ville. Dans quel état avez-vous trouvé les mausolées? L'ensemble des mausolées que nous avons eu à examiner étaient détruits, à savoir donc qu'ils n'avaient plus de forme
je dirais, identifiables. Il y avait une base qui était encore restante. Par contre, l'ensemble des sites était encombré de gravats ainsi que de parties de mobilier. C'est ainsi qu'il y avait des chambranles de portes, des poutres, des sommiers qui étaient sur chaque site. Aux représentants légaux des victimes, les témoins a ajouté: Alors s'il s'agit d'une impression, je dirais, globale et générale sur la ville de Tombouctou et notamment au niveau de ses monuments les plus emblématiques, effectivement, je dirais qu'au niveau des mausolées, cette destruction était très importante. Donc comme je l'ai dit, c'était des monuments qui ont pratiquement été rasés. Au niveau ensuite d'autres bâtiments comme certains des monuments, je dirais, civils qui ont été détruits. Je pense au monument des martyrs, au monument de la paix, qui sont quand même des notions importantes, notamment pour le peuple malien. Cette destruction, effectivement, a dû être quelque chose de particulièrement sensible au sein de la population, et même pour moi qui suis étranger, je dirais, à ce pays et à ce pays. Face à la défense, les témoins a été questionné sur plus de précisions. Les objets que vous avez trouvés sur ces sites, pourrait-on dire que vous n'avez pas été en mesure d'identifier à quel moment ils ont été abandonnés sur ces sites? La présence de ces objets divers sur l'ensemble des sites des mausolées était soit posée sur les tas de gravats, soit parfois partiellement recouverts par les gravats, pour certains. Donc on peut estimer qu'ils étaient, je dirais, contemporains de la destruction des mausolées eux-mêmes. Peut-on dire qu'il s'agit là d'une supposition et que vous n'avez aucune certitude quant à leur provenance, et je vous demanderai de répondre par oui ou par non. Impossible de répondre par oui ou par non. Une supposition ne peut pas vous apporter de certitude. Est-ce exact? Par liaison vidéo, M. Xavier Laroche a témoigné en tant qu'expert balistique et médico-légal des enquêtes médico-légales et des rapports qu'il a produits pour le bureau du procureur. Monsieur le témoin, le premier rapport de balistique que j'aimerais que nous regardions est le rapport MLI-OTP-0025-0365. Il est dans votre classeur à l'intercalaire 1 et le statut du document est confidentiel. L'avez-vous devant vous à disposition? J'ai ce document devant moi à disposition. Tout d'abord, pouvez-vous nous expliquer en quoi consistait exactement cette mission? Tel que mentionné dans la lettre de mission du premier substitut du procureur de la Cour pénale internationale, Gilles Dutertre, j'étais en charge de conduire une analyse de vidéo afin de déterminer toute comparaison et détermination utile sur l'arme qui apparaissait dans certains passages identifiés et qui était porté par un individu déterminé. Les représentants légaux des victimes n'ayant pas posé de questions, l'équipe de défense de M. Alassane a alors procédé au contre-interrogatoire du témoin. Alors, Monsieur Laroche, vous n'aviez pas rédigé ces rapports pour des raisons financières et sur le plan professionnel, vous n'étiez pas obligé de rédiger ces rapports. Est-ce que ceci pourrait indiquer des motifs personnels? Je n'ai reçu aucun fonds pour réaliser ces rapports, aucune rémunération,
J'ai réalisé ces rapports puisque j'étais toujours, entre guillemets, un membre du personnel de la Cour pénale internationale en congé sans solde, que j'avais déjà travaillé avant de rejoindre UNITAD sur ce cas et que je pense que c'était mon devoir en tant qu'expert d'aider à faire toute la lumière sur cette affaire et de fournir mes compétences gratuitement au profit de la Cour pénale internationale. Je n'avais aucune raison personnelle de travailler de réaliser ces rapports et ces expertises, si ce n'est une volonté de travailler et d'aider la justice internationale. Par la suite, 3 témoins se sont succédés bénéficiant du floutage de leur image, de la distorsion de leur voix et de plusieurs huis clos partiels. Pour l'un en liaison vidéo, il a affirmé avoir rédigé et signé un rapport pour le bureau du procureur au sujet des mausolées de Tombouctou. Pour l'autre, les témoins furent interrogés sur l'authentification des documents. Le troisième fut un témoin expert en géolocalisation. Il a déclaré qu'il avait reçu de l'équipe du bureau du procureur des vidéos et des photographies pour qu'il puisse analyser et enquêter sur l'endroit d'où elles avaient été prises. Dans un rapport qu'il a produit pour l'accusation appelé « Géolocalisation des vidéos et des images en République du Mali », le témoin expert a expliqué en détail en quoi consistait exactement son travail. Monsieur le témoin, je comprends qu'en 2015, vous avez rédigé un rapport pour le bureau du procureur. Est-ce exact? Qui vous a demandé de rédiger ce rapport? Mes instructions ont émané du premier substitut du procureur, M. Gilles Dutertre. Et quelles étaient les instructions ou consignes que vous avez reçues de la part de M. Dutertre? Les instructions figuraient dans une lettre d'instruction qui se trouve en annexe de mon rapport. Fondamentalement, il m'a été demandé de déterminer la localisation où une série de plusieurs douzaines de photographies et de vidéos avait été prises. Il y avait donc des images panoramiques, imagerie panoramique qui avait été obtenue par le bureau du procureur, et il y avait également des références à Google Earth et à l'imagerie satellitaire. Les représentants légaux des victimes n'ayant pas posé de questions, l'équipe de défense a poursuivi avec les contre-interrogatoires, au cours duquel le témoin a donné plus de précisions sur son CV, son expérience professionnelle antérieure et la méthodologie utilisée en géolocalisation. Monsieur le témoin, est-ce que vous acceptez que la fiabilité d'une géolocalisation dépend de caractéristiques spécifiques sur lesquelles on se base pour déterminer la géolocalisation d'une image particulière? La géolocalisation dépend d'une comparaison entre des objets tels qu'ils apparaissent sur une image connue et sur une image qui est mise en question. Le procès se poursuit avec d'autres témoins appelés par le bureau du procureur.